Alors, je ne sais pas jusqu'à quand vous m'avez entendu. Est-ce que vous m'avez entendu? Est-ce que vous ne m'avez pas du tout entendu? Ici, ça allait encore. Ça allait. Donc là, sur cette diapositive-là, est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des élèves qui ont besoin qu'on revienne sur la projection entre le bloc 3D et la projection en 2D? Pas besoin? Très bien. Alors, du coup, ici, en fait, on avait donc diapositive 84. En fait, on nous demandait d'identifier la minéralogie en fait de notre roche-mère. Donc, pour identifier notre minéralogie, eh ben, on est dans un diagramme qui est triangulaire. Donc, ça veut dire qu'il faut utiliser le même principe. Bon, là, c'est que le diagramme de Strakeysen, mais cette fois-ci, on est à l'envers puisque dans le diagramme de Strakeysen, on a des coordonnées, entre guillemets, on a une minéralogie et on veut placer un point dans le diagramme. Là, on a un point et on veut déterminer, entre guillemets, les coordonnées, la minéralogie du coup de ce point. Donc ici, il faut tracer du coup des parallèles qui passent par le point R et qui sont parallèles aux côtés du triangle isocèle. Et par exemple, ici, j'ai mené une parallèle horizontale et qui est parallèle en fait au côté diopside-forstérite. Or, en réalité, ici, on va déterminer en fait le pourcentage d'anorthite. Je vous rappelle que si mon point était là, tout là-haut, est-ce que vous voyez ma souris? Non. Non, vous voyez? Si, on la voit, oui. Donc, tout là-haut, et ben, si je mets mon point, du coup, tout là-haut, je suis à 100% d'anorthite. Si mon point était situé sur cette ligne-là, ben, ça veut dire que je suis à 90. Ici, cette ligne-là, je suis du coup à 80 et ainsi de suite. Et du coup, ici, je me retrouve en fait sur une ligne à 10% d'anorthite. Je peux mener ici la même une parallèle à l'autre côté, hein, le côté qui rejoint l'anorthite et la forstérite. Hein, je mène du coup une parallèle ici et je me rends compte que, alors j'ai un petit peu triché hein, parce que vous voyez bien que c'est pas tout à fait au niveau de la graduation, hein, mais je suis, en fait là ce que j'évalue c'est le pourcentage de diopside, c'est-à-dire du sommet qui est à l'opposé de cette base. Hein, de ce côté du triangle isocèle. Et donc, si j'étais ici, je serais à 100% de diopside. Sur cette ligne-là, je serais à 90. Sur cette ligne-là, à 80 et ainsi de suite. Ben là, je trouve du coup 20%. Si j'ai 20% de diopside et 10% d'anorthite, c'est que j'ai forcément le complémentaire pour arriver à 100% pour la forstérite et ça nous donne du coup 100 moins 10 moins 20 est égal à 70 du coup % de forstérite. Donc, en gros, ma roche, elle est constituée de 10% d'anorthite, le feldspath plagioclase, qui est un minéral blanc, et 20% de diopside, qui est un pyroxène, minéral ferromagnésien sombre, et 70% de forstérite, qui est une olivine, donc encore un minéral ferromagnésien qui est sombre. Donc, en gros, ma roche, elle est constituée à 90% de minéraux ferromagnésiens. Donc, en gros, c'est une roche qui est à la limite d'être ultra basique ou basique. Elle est juste à la jonction. Hein, si elle était à 91% de minéraux ferromagnésiens, on pourrait dire sans aucune hésitation, c'est une roche ultra basique. Si elle était à 89%, on pourrait dire que c'est une roche basique. Hein. Donc, on est entre les deux. Donc, pour la classer, diapositive 85, eh ben, si je la considère comme ultra basique, il faut que j'utilise le diagramme de Strakeysen, mais qui est applicable pour les roches ferromagnésiennes ou ultra basiques, c'est-à-dire pour celles qui ont plus de 90% de minéraux ferromagnésiens. Alors, ce diagramme-là, cette fois-ci, c'est pas un diagramme avec le quartz, le feldspath plagioclase et les feldspaths alcalins, mais c'est avec l'olivine, l'orthopyroxène et le clinopyroxène, autrement dit les deux grandes familles de pyroxène. Ici, notre roche, eh ben, elle est à 70% d'olivine et à 20% de clinopyroxène, le diopside. Donc, il faut, pareil, que je ramène mes pourcentages, mes deux pourcentages à 100%. Donc, du coup, ici, j'ai ramené à 100% le 70%, ça me fait du coup du 78%. Et le 20%, je l'ai ramené à 100%.
hein, pour que ça fasse que le total fasse 100%, et j'ai trouvé 22%. L'orthopyroxène, il n'y en avait pas dans ma roche R, donc c'est 0%. Quand je place mon point, eh ben, mon point se situe ici. Hein, il est plus proche de OL que de CPX, puisque j'ai 78% de OL et simplement 22% de CPX. Si mon point était là, je serais à 100% de OL, d'olivine, et ici, je serais à 100% de clinopyroxène. Donc, on nous donne le nom d'une péridotite un peu spéciale qui s'appelle la Wehrlite. Si maintenant, je considère que ma roche, elle est, au contraire, elle est basique, autrement dit, elle serait du coup de l'autre côté de 90%, donc à un petit peu moins de 90%. À ce moment-là, j'utilise du coup toujours ma classification modale avec le diagramme de Streckhausen, mais applicable pour les autres minéraux. Bon, là, c'est simple pour calculer puisque je n'ai pas de feldspath alcalin, je n'ai pas de quartz ni de feldspathoïde. Et hier, je vois que j'ai fait une faute, il va falloir que je corrige ici, feldspathoïde. Et j'ai par contre que des feldspaths plagioclases, donc du coup, ça va me faire 100%. Mon point va se situer ici, hein, sur ma diapositive 86. Et donc, du coup, en fait, il s'agit d'un gabbro spécial, hein, qu'on appelle la norite, hein, cette roche-là. Alors, diapositive du coup 87. Diapositive 87, on nous demandait en fait de calculer en fait la teneur. Donc là, on était sur la composition modale, la composition minéralogique. Là, on va passer sur la composition chimique, la composition normative. Hein, donc, autrement dit, là, on nous demandait de calculer le pourcentage, en fait, la teneur en SiO2, en silice de mon point R. On nous donnait une information, c'est que le dioxyde était constitué à 55% de dioxyde et l'anorthite et la forstérite étaient constituées à 43% de silice. Notre anorthite et notre forstérite représentaient 10 et 70% de ma roche. Ça fait en tout 80% de minéraux qui contiennent 43% de silice. Et 20% de pyroxène, de dioxyde, qui contient 55% de silice. Donc, ma roche, elle a 43% de silice. Enfin, il y a 0,8 sur 1, autrement dit 80% qui contient 43% de silice. Et on a 0,2. Là, c'est la proportion de la roche qui contient 55% de silice. Donc, si on fait le calcul, on obtient 45,4% de silice. Donc, autrement dit, c'est une roche qui est juste basique. Hein, je vous rappelle que la limite entre basique et ultra basique, c'est 45%. Donc, on est un tout petit peu au-dessus. Donc, d'un point de vue chimique, là, on peut dire que c'est une roche qui est basique. Alors, diapositive 88, on nous demandait en fait, c'était la question 2, il fallait qu'on considère du coup cette roche, hein, ce point R, et on va regarder le devenir de ce mélange lors d'une élévation de la température, et il va falloir distinguer le parcours du solide et le parcours du liquide, puisque dès qu'on va franchir le solidus, on aura un mélange de liquide et de solide. Alors, il fallait qu'on considère une fusion à l'équilibre. La fusion à l'équilibre, c'est quand le liquide reste dans le mélange, hein, qu'il n'est pas extrait. Hein. Et donc, du coup, on nous demandait de déterminer du coup ce devenir. Alors, une fois qu'on va toucher en fait le solidus, le solidus, on va le toucher en fait à 1270 degrés. Et on va avoir une fusion, et cette fusion, elle va se faire au niveau de l'eutectique. Donc, on va obtenir du coup la première goutte de liquide, ce sera un liquide qui aura la composition de l'eutectique. Donc ici, si je lis, donc j'ai projeté de nouveau mes parallèles aux côtés de mon triangle, et mon eutectique qui est noté par le point M, on voit qu'il est 45% d'anorthite, 50% de dioxyde et 5% de forstérite. Donc la composition de la première goutte, ce sera justement AN45, DI50, FO5. Quand on regarde cette composition, ce magma, hein, qui est eutectique, s'il refroidit, il donnerait du coup une roche qui contiendrait des feldspaths plagioclases, des pyroxènes et un peu d'olivine. Ça, c'est la composition en fin de compte d'un basalte, hein, d'un basalte à olivine. Alors, si c'est une roche volcanique, c'est ce qu'on nous demandait, mais si ça avait été une roche plutonique, ce serait un gabbro à olivine. Si on calcule la teneur en SiO2, en silice, là, cette fois-ci,
mon AN qui contient de mémoire, je ne me rappelle plus, le AN, il contient 43% de silice. La forstérite contient aussi 43% de silice. Ça nous fait du coup 50% de ma roche contient 43% de silice et 50% de la roche qui est en fait du pyroxène contient 55% de silice. Donc, si je fais mon calcul, eh ben, j'obtiens 49% de silice. D'ailleurs, on voit là cette fois-ci que c'est un liquide qui est clairement basique, puisqu'on s'est rapproché de 52%, qui est la limite entre les liquides basiques et les liquides intermédiaires. Donc, on voit bien que là, par rapport à ma roche-mère tout à l'heure, qui était à 45,4% de silice, mon liquide a été enrichi en silice, puisqu'on obtient 49% de silice. Alors, diapositive du coup, diapositive en fait 89. Et ben, pendant que la fusion eutectique va se faire, donc au début on a une première goutte, puis une deuxième, puis une troisième et ainsi de suite, et on va avoir de plus en plus de volume de liquide eutectique. Et ben, ce qui va se passer, c'est que la quantité des minéraux, bien évidemment solides, va diminuer. Et celui qui va faire défaut, c'est justement, ça va être l'anorthite, ça va être l'anorthite. Alors, comment on peut le savoir? En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser toujours la méthode du levier. C'est-à-dire qu'il faut, ici, on a notre point R. Ce point R, ça va représenter du coup le levier, c'est-à-dire la position, l'axe de rotation de mon levier. Je sais que mon liquide, il est situé au niveau de M. D'accord? Au niveau du point rouge. Et ben, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut toujours tracer une droite entre, du coup, le point R qui représente la roche-mère, le point qui représente le liquide, et vous allez avoir, du coup, le trajet de l'arestite. Donc, ici, le trait que j'ai représenté ici en marron, en fait, c'est le trajet, c'est l'évolution de la composition de l'arestite, autrement dit de la partie solide. Et on voit que globalement, en fin de compte, on est en train de se rapprocher en fait de la base du triangle diopside-forstérite. Donc autrement dit, on est en train de se rapprocher d'un mélange où il n'y aura plus dans le solide d'anorthite. Donc c'est cette anorthite finalement qui va à un moment donné faire défaut et du coup arrêter la fusion allotectique. Donc une fois que je suis arrivé ici, au niveau de la base de mon triangle, ça veut dire que j'ai totalement consommé l'anorthite qui était présente dans mon solide initial. On voit bien que de toute façon, il était peu présent, il était simplement à 10%, alors qu'on avait 20% de diopside et 70% de forstérite. Et on rappelle qu'à l'eutectique, on voit bien que quand je fais une fusion à eutectique, je consomme quasiment beaucoup d'anorthite, beaucoup de diopside et un peu de magnésium, d'olivine, de forstérite. Donc, on voit bien que les 10% d'anorthite à la base vont vraiment poser problème pour ma fusion eutectique. C'est bien l'anorthite qui va disparaître et et sa disparition, en fait, va provoquer la fin de la fusion eutectique. Est-ce qu'il y a des questions sur ce trajet? Pas de questions? Non. Alors, non? Très bien. Alors, du coup, ce qu'on nous demandait à la question 90, c'est du coup de calculer le taux de fusion. Alors, c'est pareil, il faut le faire avec la méthode du levier. C'est-à-dire, ici, vous avez votre point R qui sera vraiment le point pivot. Ici, vous avez votre liquide qui est en M et on a dit qu'à la fin de la fusion eutectique, notre estite, elle était au niveau de la base du triangle, au niveau, en fin de compte, du point FO86 DI14, c'est-à-dire une restite qui n'a plus d'anorthite solide. Ce qu'il faut imaginer le trajet. On voit bien que le point M, lui, dès aussitôt qu'a commencé la fusion, il est apparu ici et il va rester ici.
Et notre estite, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a progressivement, le point s'est déplacé progressivement en allant vers la base. Donc, on voit bien que au cours de cette fusion eutectique, le segment qui grandit, c'est le segment que j'ai mis en violet. Au début, ce segment, il était tout petit, infinitésimal. Et puis, progressivement, il a grandi pour aller jusqu'à la fin de la fusion eutectique, au contact finalement de la base du triangle. Ce segment qui est en vert, lui, il n'a pas bougé en termes de taille. Donc, en fin de compte, si je suis dans la fusion eutectique, je suis en train d'augmenter en taux de fusion. Et ben, ce segment qui est violet, qui grandit progressivement au cours de la fusion, il représente le liquide. Alors que là, ce segment qui est en vert va représenter du coup le solide. Donc, pour calculer du coup mon taux de fusion, eh ben, je vais faire du coup le segment violet sur la somme du segment vert et du segment violet fois 100 et j'obtiens du coup 22%. Je peux le faire aussi avec les compositions, hein, puisque je sais que j'ai fait une fusion eutectique. Et cette fusion eutectique, je sais qu'elle consomme, hein, on a dit, elle consomme cette fusion eutectique 45% d'anorthite, 50% de diopside et 5% d'olivine de forstérite. Je sais que cette fusion, elle va s'arrêter quand il n'y aura plus d'anorthite. Donc, autrement dit, dans mon liquide, il y aura déjà les 10% d'anorthite. Ensuite, combien j'aurai de pourcents de diopside? Ben, je sais que j'en fais fondre, je vais en faire fondre en fin de compte 10% fois 50 sur 45, ça représente en fin de compte la proportion en fait du diopside qui fond par rapport à l'anorthite qui fond. D'accord? Et ici, 5 sur 45, et ça représente la proportion d'olivine qui fond, 5% la forstérite, sur les 45% d'anorthite qui fondent. Hein, donc, du coup, j'ai le ratio. Donc, en gros, si j'ai 10 d'anorthite qui ont fondu, eh ben, je vais avoir 10 fois 50 sur 45% de diopside qui ont fondu et 10 fois 5 sur 45% de forstérite qui ont fondu. Et si j'additionne les deux, je vais obtenir du coup 22%. Est-ce qu'il y a des questions sur ce taux de fusion? Donc, tout le monde a bien compris, hein, méthode des leviers. Le R, ce sera toujours mon pivot dans mon levier entre deux autres points, un point qui va représenter du coup là où est le liquide, un point qui va représenter là où est le solide résiduel, la restite. Et donc du coup, après, il faut réfléchir. Hein, quel est le segment dont la taille grandit au cours de la fusion? Et ben celui-là, ce sera du coup le segment qui représentera le liquide. Et l'autre sera du coup le solide. Alors, diapositive du coup 91. En diapositive 91, on nous demandait maintenant de trouver le chemin du liquide pendant la fusion maintenant cotectique. Hein, la fusion cotectique, ce sera quand on n'y a plus d'anorthite et que du coup, on va faire fondre maintenant de la forstérite et du diopside. Alors pour cela, comment j'ai trouvé ce chemin-là? En fait, j'ai utilisé ma méthode de levier. Mon levier, il est ici. Et ben, ce qui va se passer, c'est que mon levier va tourner. Hein, et il va tourner, hein, parce que ici, tout simplement, parce qu'il faut imaginer qu'on va maintenant faire fondre, en fin de compte, le mélange forstérite-diopside. Et on voit bien que, puisqu'il ne reste plus que 14% de diopside pour 86% de forstérite dans le solide, eh ben, on voit bien que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir, à la fin, une disparition en fait du diopside. Donc, il n'y aura plus que de la forstérite. Ça veut dire que mon solide, il va se déplacer dans ce sens-là pour aller rejoindre le pôle forstérite. Et mon liquide, il va se déplacer du coup dans la vallée cotectique qui est entre le diopside et la forstérite, autrement dit la vallée cotectique FODI. Et donc, il suit. Et le point où il va s'arrêter, c'est tout simplement le point où on retrouve du coup notre levier, hein, qui est en alignement avec mon pôle forstérite. Donc ici, en rouge, j'ai l'évolution de la composition du liquide pendant la fusion cotectique forstérite-diopside. Et je vais pouvoir déterminer du coup la composition de mon liquide à la fin de ma fusion cotectique, à la fin de la fusion entre la forstérite et le diopside, quand mon diopside aura disparu. Et la lecture, j'obtiens du coup
hein, 30% d'anortite, 63% de diopside et 7% de forstérite. Si je fais le calcul du taux de silice, eh ben, j'obtiens un liquide qui est encore plus riche. Tout à l'heure, on était à 49 et quelques. Là, on obtient 50,5% de silice. L'évolution de l'arestite, diapositive 93, eh ben, elle est ici, hein, et on voit que progressivement le diopside disparaît, on va finir jusqu'à son épuisement, et il n'y aura plus que de la forstérite. Donc, du coup, à la fin de ma fusion cotectique, eh ben, je n'aurai plus que 100% de forstérite, hein, dans l'arestite. Autrement dit, il n'y aura plus que la forstérite, que l'olivine qui sera solide et qui pourra fondre. Diapositive du coup 95. Et ben, le taux de fusion, il faut qu'on calcule le taux de fusion du coup à la fin de la fusion cotectique. Et ben, il faut que je fasse du coup ma méthode des leviers. Et là, c'est pareil. Pendant la rotation de mon levier initialement, il était comme ceci, hein, dans l'alignement MR. Et ben, on voit bien que quand je fais la rotation, ce qui se passe, c'est que ce segment vert, sa taille reste à peu près la même. Par contre, on voit bien que le segment violet, hein, il a augmenté. Donc, c'est toujours le segment violet qui représente le liquide. Et S, enfin, le segment vert représente du coup le solide. Donc, ici, ben, j'ai encore à faire la même chose. L sur S plus R fois 100 et je trouve 32%. Attention, c'est 32%, ça veut dire 32% de fusion depuis le début. Donc, et dans cette fusion, il y a eu d'abord la fusion eutectique. Hein, autrement dit, la fusion quand on avait un mélange encore solide ternaire de 22%. Donc, ça veut dire que ma fusion cotectique, eh ben, elle a été simplement de 10%. Et tout à la fin, diapositive 96, eh ben, à la fin de la fusion cotectique, eh ben, je vais faire de la fusion maintenant plus que de l'olivine. Donc, il me reste plus que de l'olivine. Et ben, du coup, mon liquide va s'enrichir en direction de mon pôle de l'olivine et jusqu'à revenir au point R quand on aura atteint une fusion totale, 100% de fusion. Et là, cette fois-ci, bah, le point qui serait là aurait disparu, hein, il n'y a plus de restite. Donc ici, vous avez le trajet de l'évolution du liquide pendant le reste de la fusion, c'est-à-dire la fusion de l'olivine. Quand j'ai atteint du coup mon point R, et ben, j'ai 100% de fusion. Ça veut dire que la fusion de l'olivine, ça va représenter du coup 100 moins 22 moins 10, c'est-à-dire 68% en fin de compte de la fusion. Alors, je vais du coup revenir à mon diaporama. Je vais essayer de changer pour voir si ça marche de nouveau. Alors, je vais changer la fenêtre. Hop, mon diaporama. Il n'existe plus, il est là. Alors, changer la fenêtre. Toc. Donc, mon résumé, il est en 90. Voilà. Est-ce que vous voyez mon diaporama? Oui. 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 Alors, regardez ici. Je vais résumer du coup toute cette fusion à l'équilibre avec cette diapositive-là. Donc, je suis au point R. Ce point R, il monte en température. À un moment donné, voilà, j'ai l'apparition, regardez, du point rouge. En fait, je le remontre. Vous avez la première goutte de liquide, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. Pendant ce temps-là, on regarde ce que fait la restite. Ben, la restite, regardez, elle fonce du côté enfin, elle fonce vers le côté du triangle diopside forstérite et on voit bien qu'on est dans l'alignement RM. D'accord? Donc, en gros, c'est comme si la restite finalement allait à l'opposé du point M. Vous avez vu l'animation? Est-ce que vous voyez l'animation du coup? Non. Non. Non? Ah oui, donc ça sert à rien. Donc, hop, je reviens, ça marche pas. Donc, je vous l'enverrai puis vous passerez. Donc, j'étais à diapositive 97. Donc, voilà, si je résume ici. Voilà, je vais revenir à 97. Donc, quand je fais fondre ici mon point, quand je démarre la fusion de mon point R, c'est ce point-là qui apparaît et qui grossit.
Et pendant ce temps-là, j'ai ma restite dont la composition évolue pour aller vers le côté du coup du triangle opposé au point M par rapport à R. Ensuite, la fusion cotectique, le liquide va se déplacer ici, T2, pendant que T2, la restite va se déplacer là. Et la fusion cotectique va se terminer quand j'aurai épuisé du coup le diopside et que je n'aurai plus que de la forstérite l'olivine. Et une troisième temps, T3, et ben ici la forstérite va s'épuiser, va fondre, et du coup mon liquide T3 et ben va se diriger vers le point R. Et quand on aura une fusion totale, je serai revenu du coup au point R. Alors, ici, à partir de la diapositive 98, je commence la question numéro 3. Cette fois-ci, on ne va plus considérer une fusion à l'équilibre, mais on va considérer une fusion fractionnée. C'est-à-dire que mon liquide, eh ben, il s'en va de la zone de fusion et il ne reste toujours que la restite. C'est-à-dire que le liquide ne reste pas au contact de la restite. Alors, la première étape, la fusion eutectique ternaire, eh ben, c'est la même chose finalement que dans le premier cas. C'est-à-dire que R va commencer à fondre. La première goutte de liquide va apparaître en M. Elle sera de la même composition, AN45, DI50 et FO5, c'est-à-dire celle de l'eutectique ternaire. Et ma restite eh ben, a sa composition qui évolue pendant cette fusion eutectique ternaire vers la base du triangle. Donc ici, j'ai la composition, l'évolution de la composition pendant la fusion eutectique ternaire. Et à la fin, j'obtiens un point qui est la composition de la restite à la fin de la fusion de l'eutectique ternaire. Et cette restite, d'ailleurs, elle est FO86, DI14. Tout ça, c'est la même chose que la fusion. Le taux de fusion est de 22% et le liquide est à 49%. Donc, c'est bien un liquide basique. Tout ça, c'est identique à la fusion à l'équilibre. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que j'enlève le liquide. Donc, je n'ai plus le liquide a été enlevé. Ça veut dire que si on réfléchit, si on visualise, dans ma zone, j'ai pas le liquide. Et donc, je n'ai plus que un mélange solide qui est constitué à 86% de forstérite et à 14% de diopside. Autrement dit, je suis arrivé maintenant dans un mélange, enfin, c'est comme si je démarrais une fusion avec un diagramme binaire, hein, un binaire FODI. Donc, ça veut dire que la fusion, quand je suis dans un diagramme binaire, eh ben, je sais que la fusion, elle se fait à l'eutectique binaire. Donc, du coup, dans ce cas-là, eh ben, la première goutte de liquide dans cette fusion maintenant binaire, elle va apparaître non pas à côté de M, mais au niveau de l'eutectique binaire. Donc là, j'ai représenté sur cette diapositive 99 la goutte de liquide pendant la fusion eutectique binaire FO-LI, juste après que tout le liquide eutectique ait été extrait. Donc, je vais obtenir eh ben, un liquide qui va avoir une composition DI89 FO11. Si je calcule son taux de silice, eh ben, il est beaucoup plus important que le liquide cotectique de tout à l'heure, puisque tout à l'heure, on était à 50% et là, on est à 54%. Et donc là, on est au-dessus du coup des 52%. Donc, on est dans un liquide qui est intermédiaire. Et pendant cette fusion eutectique binaire, eh ben, on a la composition de la restite évolue pour aller vers la forstérite, comme tout à l'heure, en fin de compte, comme dans la fusion fractionnée. Pour le taux de fusion, eh ben, le taux de fusion, je peux le calculer avec la méthode des leviers. Donc, pendant qu'il y a la fusion eutectique binaire, eh ben, mon segment marron, là, il a grandi comme ça pour aller vers le pôle FO, forstérite. Ça veut dire que le segment violet, c'est celui qui grandit pendant la fusion eutectique. Donc, c'est ce qui représente du coup le liquide. Le segment vert, c'est le solide. Et donc, en calculant le rapport des deux, et j'obtiens un taux de fusion qui est de 14%. Mais attention, c'est 14% de la restite et non pas 14% du solide initial, puisqu'il y a une partie qui a déjà effondu, qui a donné du liquide eutectique ternaire. Donc, ce qu'il faut faire, eh ben, c'est que j'ai calculé du coup le
le ratio. Enfin, j'ai calculé ce que représentait cette restite par rapport au solide initial. Hein. En réalité, cette restite, elle ne représentait que 78% de la roche mère, de la roche initiale. Donc, du coup, mon taux de fusion, il faut que je le ramène pour mon solide initial. Il faut que je calcule 14 fois 0,78 et ça me fait du 11%. Donc là, il y a eu 11% de mon solide initial qui a subi du coup une fusion, non pas cotectique, mais véritablement eutectique binaire, puisque le liquide, le premier liquide formé, il est parti. Dernière étape, diapositive 101, et ben, la dernière fusion, ce sera la fusion de la forstérite, puisqu'il ne reste plus que elle. Donc là, le liquide est parti, hein, le liquide eutectique binaire est parti, et du coup, on va former un liquide qui sera un liquide du coup de forstérite. Et donc, du coup, le dernier liquide, et ben, si on calcule son taux, en fait, il est à 43% hein, de silice. Donc, un liquide qui sera ultra basique avec un taux de fusion de 67%. Hein. Si je devais calculer, du coup, en fait, comment j'ai trouvé les 67? J'ai fait 100 moins 22 moins 11 et du coup, il me reste 67% de fusion. Est-ce qu'il y a des questions sur cette fusion fractionnée? Dernière diapositive, et c'est une diapositive qui est importante. En fait, on vous demandait qu'est-ce qui avait représenté en fin de compte l'utilisation de ce diagramme. Donc, on est d'accord qu'on a utilisé ce diagramme-là dans le cadre de la fusion et non dans la cristallisation. On l'a utilisé dans le cadre d'une roche qui serait constituée d'olivine, de pyroxène et de pyroxène. Et on voit bien une roche qui serait quand même globalement essentiellement constituée d'olivine, un petit peu de pyroxène et très peu de feldspath plagioclase. Et ben, une roche telle quelle, hein, quelle est la roche que l'on connaît qui a beaucoup d'olivine, a pas mal de pyroxène et un tout petit peu de feldspath plagioclase, et ben, c'est la péridotite. Donc là, en fin de compte, on vient de modéliser en laboratoire la fusion d'une roche de péridotite et on sait que c'est la roche mère de tous les contextes géologiques sauf la collision où ce sera la croûte continentale qui fondra. Le liquide qu'on a obtenu, c'était un liquide, le premier liquide, c'est le liquide eutectique et on a vu qu'il contenait 45% d'anorthite, 50% de diopside et 5% de forstérite. Donc, autrement dit, et qu'il avait une teneur autour de 49%, autrement dit, une teneur basique. Donc, en fait, quand on fait fondre cette péridotite, ben, on obtient un liquide qui est de composition basaltique, puisqu'une roche qui contient beaucoup de feldspath plagioclase, beaucoup de pyroxène et un tout petit peu d'olivine, ça correspond à un basalte ou un gabbro, son équivalent plutonique. Et une roche qui a plus de 49%, mais moins de 52%, autrement dit qui est basique, ça correspond bien aussi à un basalte ou un gabbro. Donc, en fin de compte, en faisant fondre ce modèle de péridotite, eh ben, on a obtenu un liquide qui représentait, hein, qui est assez similaire à un liquide basaltique, minéralogiquement et chimiquement. Ce liquide, quand on le regarde, il a été très faiblement enrichi en SiO2, puisque la roche mère était à 45,4% et on est passé avec un liquide eutectique à 49% simplement. Donc, il n'y a pas eu un enrichissement énorme. Et ben ça correspond, vous allez le voir, hein, vous allez le voir aujourd'hui, ça correspond plutôt à des basaltes qui seraient de la série alcaline et non pas à la série tholéitique. Donc, un basalte alcalin, un basalte de la série alcaline, et ben ça correspondrait bien à un OIB, autrement dit un Ocean Iceland Basalt, de point chaud, de panache. Par contre, pour obtenir ce liquide eutectique, on a été jusqu'à 22% de taux de fusion. Tel taux de fusion, c'est de basalte. Donc là, pour le taux de fusion, par contre, on a plutôt modélisé un basalte de la série tholéitique, autrement dit, ce qu'on appelle les morbes qui sont formés au niveau des dorsales. Dernière chose, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un mélange et on n'a pas rajouté d'eau. Donc, on a fait une fusion anhydre et on a augmenté la température. On n'a pas diminué la pression. On n'a pas ajouté de l'eau par hydratation. Donc, on n'a pas fait le contexte de subduction par ajout d'eau. On n'a pas fait de décompression adiabatique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un échauffement isobare.
Or, l'échauffement isobare, ça correspond à la condition de fusion d'un point chaud. Enfin, c'est une des explications de la formation des magmas au niveau d'un point chaud. Donc, on voit bien que ce qu'on a modélisé, on a plutôt modélisé très clairement la formation en fin de compte d'un basalte à partir d'une péridotite au niveau d'un point chaud, mais le taux de fusion est un peu trop élevé. Il faudrait qu'il soit un peu plus faible. La limite de l'expérience, c'est que ici, on a considéré, on a dit que c'est une péridotite. Or, dans une péridotite, il y a un autre minéral, c'est les orthopyroxènes. Et ils n'ont pas été pris en compte. Or, ces orthopyroxènes, ils auraient apporté de la silice lors de la fusion. Dernière chose, dernière limite à notre expérience, cette expérience, on l'a fait à pression atmosphérique. Or, dans les conditions géologiques, que ce soit au niveau d'une dorsale ou au niveau d'un point chaud, la fusion, elle se passe en profondeur et donc pas du tout à 0,1 gigapascal, à une pression beaucoup plus forte. Est-ce qu'il y a des questions sur cette dernière question? Pas de questions? Alors, du coup, aujourd'hui, ce que vous avez à étudier, vous avez en fait à étudier différentes notions, dont la notion de compatibilité et d'incompatibilité, ainsi que le traçage des sources, la notion de source et la notion aussi de traçage de ces sources. Vous avez deux exercices à réaliser, un exercice en entier et un exercice où vous avez simplement les questions 1 et 2. Alors, sur l'exercice, en fait, le deuxième exercice, c'est-à-dire l'exercice 5, je vous demande de tracer des isochrones. Vous l'avez déjà fait, en fait, au lycée. On l'avait refait lors du chapitre de datation. Pour cela, vous ne le faites pas à la main, hein, vous pouvez le faire à l'aide d'un tableur. Et du coup, ce cours, vous l'étudiez bien puisqu'on on fera du coup le cours demain, demain, cette fois-ci à 9 h. Autre chose, je vous ai envoyé du coup 3 exercices. Certains m'ont